peu des églises de Isola, village. Donc, elles n'ont pas toujours été au même endroit, Ouais. et on va en parler. Voilà. Voilà, on va prendre le plan, enfin en tous les cas une vue aérienne du village, où on pourra situer les quatre endroits où se sont trouvées des églises au cours des siècles à Isola, c'est-à-dire 1000 ans en gros. Hein. Et c'est important parce qu'effectivement, on se pose souvent des questions de savoir pourquoi il y a un clocher qui est tout seul, pourquoi l'église est là et plutôt qu'ailleurs. Enfin voilà. Donc je vais commencer par situer le premier endroit de la première église qui en fait était une chapelle. Et c'est une chapelle, on la situe. Alors, vas-y, quelle est la différence déjà entre une chapelle et une église? Ah ben, c'est-à-dire que l'église, ça va avec un ensemble de paroisses, alors qu'une chapelle, c'est un petit élément de culte, quoi. D'accord. Voilà. Alors, une chapelle, c'est-à-dire que là, on n'a pas de certitude sur, évidemment, l'époque, l'historique, ainsi de suite. Mais on sait qu'il y avait effectivement un bâtiment de culte. Et comme on le situe autour des années 1000, donc même antérieur peut-être. Donc on n'a aucun élément objectif qui nous permette, écrit précisément, qui nous permette effectivement de situer la date et ce que c'était réellement. Mais on va commencer par justement Oui, venons-en, montrer l'endroit et montrer l'architecture de cette première église. Hein. Voilà. Donc elle est située à l'emplacement actuel, à côté de l'emplacement actuel du barrage EDF, en contrebas du village, sur une butte, et on la voit très bien ici. En fait, cet endroit, c'est le premier, certainement, site qui a été habité à Isola. Ce sont vraiment les premiers éléments du village. Évidemment, il ne veut pas être très important, mais c'est vrai que cette grange, en fait, il y a eu historiquement des éléments qui ont permis de dire qu'effectivement, c'était une église. D'autant plus, ça a été confirmé après, parce que effectivement cette première église a été vendue à un particulier pour construire l'église actuelle où nous sommes aujourd'hui. Donc on savait que dans l'histoire il y avait effectivement le premier site de cette église. On la voit aussi ici, hein, voilà. Et alors, on pourrait penser, c'est une hypothèse, mais qui n'est pas absurde, c'est que cette première église ou chapelle ait été construite par les Templiers, parce qu'effectivement, il y avait les Templiers qui étaient à Saint-Sauveur, à Saint-Albin-Selvage, et il y a vraiment des hypothèses, des versions avec lesquelles justement, on attribue donc le premier emplacement, une construction par les Templiers. C'est tout à fait plausible, voilà. Et donc cet emplacement, il y avait certainement tout autour des constructions, puisqu'il y avait des habitants. Mais par contre, l'emplacement n'était pas bon. Cet emplacement n'était pas bon parce que, on voit bien dans le cours de la rivière, puisqu'Isola est le confluent, disons, entre un vallon c'est la Guercia, qui souvent est terrible, quoi, sur le plan des crues, sur le plan du volume d'eau, et ensuite la jonction ici avec le croisement avec la Tinée. Et dans ce mouvement d'eau, quand il y a évidemment des crues, les deux viennent s'entrechoquer. Et c'est sûr que ça crée, d'ailleurs on le voit un petit peu là, ça crée un emplacement qui risque d'être inondé. Et c'était certainement le cas. Et cet emplacement avait encore un autre inconvénient. C'est qu'il se trouvait au pied d'une barre rocheuse et il est fort possible que des éboulements se soient produits et à ce moment-là, évidemment, on a changé de site pour aller en face parce que ici,
Évidemment, c'est assez étroit, c'est assez restreint, alors qu'en face, on voit bien qu'il y a un emplacement qui est très important, relativement, et qui donc a été l'endroit où l'église nouvelle romane lombarde a été construite. Et donc le village a été transféré d'ici là, vraisemblablement. En tous les cas, on sait que le clocher romain actuel, le clocher Saint-Pierre, date du XIIe siècle, c'est-à-dire autour des années 1150, quelque chose comme ça, voilà, le milieu à peu près. Donc, venons-en à ce transfert, si vous voulez. Donc, on passe d'ici et pour aller en face, c'est-à-dire ici le clocher, et on voit bien là que l'emplacement d'un village était tout à fait vraisemblable, quoi. Hein. Voilà. Donc nous sommes là dans les années 1150. Donc là, nous sommes sur le deuxième site. Voilà, deuxième site. Donc sur lequel évidemment il reste encore le clocher, qui est notre merveille, disons, sur le plan patrimonial. Puisqu'il s'agit ça c'est un clocher lombard, roman lombard, qui donc est vraiment très élancé, qui est très beau, et il est encore plus en valeur maintenant puisqu'il n'y a plus rien à côté. Je crois qu'il est remarquable, ça c'est certain. Alors donc sur cet emplacement, on le voyait tout à l'heure, sur cet emplacement évidemment il y avait une église à côté. Et on peut imaginer, d'ailleurs, on voit bien sur les cartes postales de 1880 à peu près, ici une photo de Victor de Sessol qui a été prise en 1890, en bas. On voit bien l'ancien mur de l'église romane qui a été démolie depuis, mais on voit bien l'emplacement. Et donc, on peut imaginer, d'ailleurs, le rapprochement a été fait avec une église du même type qui se trouve en Suisse, dans le Tessin, qui s'appelle Saint-Charles de Negrantino, et où on voit l'église est séparée du clocher sur le plan, donc ne vient pas contre le clocher, il y a à peu près un mètre peut-être, et donc c'est une église romane telle qu'on peut se la représenter. C'est vrai qu'elles étaient un peu du même type, c'est certain. Donc on peut imaginer de façon plausible tout à fait, on peut imaginer cette église, si vous voulez, dans laquelle, donc, avec tous les équipements romans, hein, peut-être un porche, c'est le cas de Saint-Charles. Elle ressemble beaucoup à la chapelle Saint-Thierry en même temps. Oui, absolument. C'est à peu près voilà. C'est à peu près la même une période où effectivement l'art roman, il y avait souvent. Et d'ailleurs, c'est là où on fait le rapprochement avec les Bréas actuels, quoi. C'est que dans cette église, si donc l'hypothèse que les Bréas viennent de cette église, et c'est aussi vraisemblable, donc ces tableaux devaient se trouver sur un rétable qui était vraisemblablement sur l'autel principal. En fait, si on en revient... Alors, je pense qu'on pourrait peut-être, en interrompant, passer en face, justement pour voir comment pouvait être un rétable dans cette église. Donc là, nous avons le rétable reconstitué. Voilà. Alors c'est pareil, c'est comme l'église romane. Je dis pas d'imagination, mais on suppose, on imagine aussi que, effectivement, tel que ça pouvait être. Là, le modèle a été pris sur le rétable de Sospel, mais ils sont tous un petit peu du même type dans l'école Bréa. Enfin, en tous les cas, ils sont nombreux comme ça. Et effectivement, on voit, puisqu'on a pris maintenant dans les images des différents tableaux qui se trouvent, donc celui-ci à l'église d'Isola et celui-ci aussi, qui sera à l'église d'Isola, celui-ci sera à Saint-Étienne et celui-ci sera à Èze, on voit à peu près donc, le personnage central et Saint-Pierre, donc c'était Saint-Pierre au lien,
Et effectivement, ça correspond avec évidemment la chapelle Saint-Pierre. Avec ici, donc le personnage reconstitué, c'est fabuleux. Donc ça, on le développera une autre fois. C'est sur l'image de Saint-Pierre, les différentes positions, les différents décors qu'il y a tout autour. Mais en tous les cas, voilà, on voit bien, si vous voulez, comment ce rétable pouvait être dans l'église, donc à côté du clocher. Et effectivement, ça paraît tout à fait vraisemblable. Ce dessin a été disons, reconstitué par le père Magnin et Muriel, et je crois que à partir donc du rétable de Sospel. Voilà. On peut repasser en face. Oui, donc nous en étions au rétable. Voilà, donc ce rétable devait se trouver dans cette église, certainement dans le chœur principal, puisqu'il est important en taille. Et voilà, donc cette église, effectivement, a été, comme le village qui était autour, et ce village-là était certainement assez important, ont été évidemment endommagés par les crues, par une crue de la Guercha, voilà. Mais on n'avait pas du tout précision sur la date. Est-ce que tu peux le situer sur la carte là, que nous avons là, plus ou moins? Enfin oui, il était au point numéro 2. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est ici près du jardin d'enfants, dans le jardin d'enfants d'ailleurs, hein, voilà, on voit bien. Et le village était tout autour ici. Et alors, donc, cette crue, évidemment, très importante, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de protection, a provoqué des inondations, a provoqué des destructions partielles. Et il faut dire que, évidemment, lorsque, justement, à la suite de cette crue importante, il a été décidé, les Isoliens ont décidé de trouver un autre site plus accueillant, plus sûr, donc de l'autre côté de la Guercha, c'est-à-dire le site actuel. Ils ont évidemment utilisé les matériaux, les pierres qui étaient là pour reconstruire le village puisqu'ils étaient sur place. Hein. D'ailleurs, on voit dans la rue de la Liberté, il y a notamment une date qui est fixée près du four d'ailleurs, de 200 et quelques. Quoi. Effectivement, on voit bien que c'est des matériaux qui ont été utilisés pour reconstruire le village de l'autre côté. Quoi. Et donc, ça c'est vraisemblable. Ce qui fait qu'en fait, de ce côté-ci, eh bien, il n'est plus resté grand-chose après cette crue, ou ces crues s'il y en a eu plusieurs. Et on ne sait pas très bien situer justement la période, la date, ou un créneau même de date à laquelle se sont produites ces crues. On sait que donc l'église était autour de 1150 et l'église actuelle c'est 1682. Donc entre les deux on ne savait pas. Et en fait justement le fait d'avoir découvert ces Bréas permet de dire que d'une part François Bréas, puisque ça a été attribué, donc l'auteur et le peintre est François Bréas. Donc il est né en 1480 environ, on ne se connaît pas la date précise. Il a peint vraisemblablement ces tableaux, ce rétable, dans les années 1520-1550. Et donc, ça permet de dater. Quoi. Ça permet de dater. On sait qu'à cette époque-là, donc l'église existait bien et le clocher, enfin l'ensemble du village était par là. Ce qui fait qu'en fait, ça diminue quand même le créneau d'incertitude, puisque en fait, on passe de 1550 à 1680, donc une 120-130 ans, et on sait que ça a pu se produire dans cette période-là. Mais c'est important d'avoir évidemment une précision, disons, sur la date éventuelle de ce transfert, hein, en tous les cas pour le village d'Isola. Donc à la suite, lorsque le village a été construit sur l'autre rive de la Guercha, c'est-à-dire le village actuel, la première église donc de ce côté-ci, de ce nouveau village, était située, on la voit ici, était située dans le bas du village, près du champ de foire actuel, près du parking. Donc c'était une église de type aussi roman, on voit bien. C'est l'église de Saint-Antoine. C'est l'église Saint-Antoine. Voilà. Et donc, elle a dû, on la voit aussi sur cette magnifique photo où on voit tous les toits en bardeaux, c'est superbe, quoi. Cette église a fonctionné assez peu de temps, vraisemblablement. Elle avait d'ailleurs, il faut le dire, je crois que ça a été noté, elle avait d'ailleurs de très belles peintures à l'intérieur.
Et ces peintures ont été conservées assez longtemps. Et puis cette église Saint-Antoine a été, lorsque l'église actuelle a été construite, a été vendue à un particulier. Et ici, c'est resté donc à des particuliers. Ce qui fait qu'en fait, vraisemblablement, on pense aussi que l'emplacement de cette église n'était pas très bon, excentré dans un endroit qui est plutôt froid. Et donc, à ce moment-là, les Isoliens ont décidé vraisemblablement, c'est à ce moment-là, de construire cette église sur un emplacement différent, plus ensoleillé et peut-être plus central au niveau du village. Donc, c'est le site actuel.